L'échiquier international, bienvenue à vous. Vers quelle direction stratégique souhaite s'engager l'Occident après l'agression contre l'Iran et le sommet de La Haye de l'OTAN d'il y a 3 jours? La question mérite d'être posée, que nous débattrons ce soir ensemble. Pourquoi les deux événements ont été pris en exemple? Ils dévoilent au grand jour les contradictions profondes et surtout une mésentente au sein de l'Alliance Atlantique Nord qui est en décalage croissant avec les réalités géopolitiques du XXIe siècle. Selon certains membres de la dite alliance, l'OTAN investit plus dans le symbole que dans la stratégie à long terme. Interrogation du jour à l'échiquier international. À tout de suite pour en parler. L'Iran, le génocide à Gaza, le sommet de l'OTAN à La Haye, des thématiques pour s'interroger sur le vecteur stratégique que devrait suivre l'OTAN d'ici les prochaines années. Et pour en parler, on reçoit Gilles-Emmanuel Jacquet, professeur, analyste et spécialiste des conflits. Bienvenue, bonsoir. Merci, bonsoir. Alors, le ministre italien de la Défense, pour parler du sommet de l'OTAN, le ministre italien de la Défense, Guido Crosetti, juste avant le sommet de La Haye, a prononcé un discours à l'université de Padoue où il dit le NATO n'a plus raison d'être dans sa forme actuelle, car l'organisation reste sourde aux évolutions géopolitiques mondiales. Alors, Guido Crosetto, c'est le ministre qui ose dire ce que les autres pensent tout bas, ou juste c'est un élan rhétorique qui n'engagerait que sa personne? Votre avis? Ça rappelle à bien des égards une déclaration du président français Emmanuel Macron il y a plusieurs années que l'OTAN était en mort cérébrale et Macron ne souhaitait pas pour autant que l'OTAN disparaisse, mais il souhaitait plutôt peut-être attirer l'attention de ses alliés sur le fait que l'OTAN devait peut-être trouver une nouvelle raison d'être et des moyens adéquats. Alors, la déclaration qui provient aussi d'Italie est intéressante parce qu'elle fait aussi en partie écho à une déclaration plus critique qui était celle de Orban. Viktor Orban a dit que l'entrée de l'Ukraine, notamment dans l'OTAN et dans l'UE aussi, ferait que la ligne de front, comme il l'a appelé, serait au cœur de l'Europe et que ça signifierait aussi, du point de vue d'une adhésion ukrainienne à l'OTAN, un conflit avec la Russie. Alors, je doute que l'Italie va quitter puisque Giorgia Meloni a quand même une politique étrangère plutôt, on va dire, philo-américaine et pour autant, elle n'est pas susceptible d'être philo-russe, justement. L'élément central du sommet de l'OTAN, toujours à La Haye, a été l'engagement des membres de porter les dépenses de la défense à 5%, 5% du PIB. Or, cet effort budgétaire représente environ plusieurs centaines de milliards de dollars, une moyenne de plus de 2 milliards de dollars en fait. Un effort militaire insoutenable pour de nombreux pays. Le seul pays qui s'y approche, c'est la Pologne avec 4,7% de son PIB. Pedro Sánchez, par exemple, le Premier ministre espagnol, a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne s'y conformerait pas. Selon certains analystes, Trump serait venu à La Haye comme VRP des géants de l'armement américain. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles Emmanuel? Ben, les 5% en question, c'est déjà bien plus élevé que ce qu'on avait dans le passé. Dans le passé, on était à 2%. Dans ces 5%, on a 3,5% qui vont normalement être consacrés à renforcer les capacités de défense. Donc, produire, imaginons, plus de blindés, plus de missiles, avoir plus de troupes et ainsi de suite. Et puis, 1,5% restant pour la protection d'infrastructures dites critiques et aussi, et ça c'est intéressant justement, pour relancer l'industrie en Europe, l'industrie dans le domaine. Maintenant, comment dire, ce que vous suggérez par rapport à la présence de Trump, bah, c'est intéressant puisque dans cette Europe de la défense, hein, dont l'OTAN est un des représentants, on remarque que certains monopoles dans l'armement qui étaient nationaux, comme en France par exemple, mais disparaissent. Et on a des entreprises dans le domaine de la défense et des hautes technologies de la défense en particulier, par exemple pour la France, qui ont été certaines bradées, vendues à des intérêts étrangers. Et on a une prise, on pourrait dire, de contrôle du marché de l'armement européen par les complexes militaro-industriels américains, mais aussi par certaines compagnies européennes. Par exemple, l'Allemagne. L'Allemagne, elle, a une production en partie encore domestique. Elle est très agressive là-dedans. Et de manière générale, il y a peu de coopération franco-allemande là-dedans, tout comme d'ailleurs dans le passé, la coopération franco-britannique dans l'armement avait été limitée puisque chaque fois les Britanniques
après avoir coopéré, volaient, veut dire, de leurs propres ailes sur des projets similaires, sans coopérer pour autant par la suite avec la France ou d'autres alliés européens. Voilà. Vous avez dit, vous avez fait une remarque tout à l'heure en disant que un certain pourcentage serait consacré à la sécurité des infrastructures, en tout cas l'établissement de certaines infrastructures de défense ou de sécurité. On sait que l'Italie utilise ce type de procédé pour gonfler artificiellement ses dépenses militaires, alors qu'en fait, quand on dit 5%, c'est 5% dédié uniquement à la défense, mais en termes d'armement. Oui, tout à fait, mais c'est pas justement que de l'armement aussi, de manière plus générale, notamment dans ces 1,5%, il y a l'idée aussi de renforcer l'industrie. Il y a eu un appel, il y a déjà un moment, par Macron, mais aussi par d'autres dirigeants européens et par l'Union européenne elle-même, finalement, de relancer les industries, de réindustrialiser l'Europe, mais pas seulement les industries civiles, les industries de l'armement, en vue justement, peut-être pas d'une confrontation directe avec la Russie, ou espérons que ce ne soit pas le cas, mais de renforcer des capacités de défense qui ne sont plus là, puisque la guerre en Ukraine a révélé aussi que beaucoup d'industries européennes étaient plus aptes à fournir le matériel pour l'Ukraine, un matériel suffisant pour qu'elle puisse faire face aux forces russes, et d'un autre côté, beaucoup de pays européens, en fait, n'ont plus, même en propre pour eux-mêmes, suffisamment de stock. Les arsenaux sont vides dans certains cas. 3 ans de guerre en Ukraine, justement, on en parle, des dizaines de milliards d'aides militaires, des sanctions sans précédent contre la Russie et certains milieux européens et même américains continuent de peindre l'éventualité d'un affrontement militaire avec Moscou. C'était le cas par rapport aux discussions à La Haye. On le voit, on considère toujours que Moscou demeure la cible de la grande famille de l'atlantisme. Mais on voit effectivement qu'avec cette politique de réarmement, alors certes, il y a une réponse à un contexte international qui peut être tendu, volatile. L'UE ou l'OTAN sont un bloc qui considère qu'ils doivent peser face à la Russie, face à la Chine. Il y a parfois une rhétorique un peu de confrontation avec la Chine, mais en réalité, on cherche plutôt à l'éviter et c'est moins direct que ce que font les Américains. Maintenant, de manière plus générale, ce que vous soulevez aussi comme point, c'est qu'il manque le volet diplomatique. Les pays de l'OTAN ou de l'UE, qui sont peu ou prou les mêmes, hein, dans la grande majorité, sont des pays qui ont mis de côté quand même pour leur plus grande partie les outils diplomatiques. Il n'y a plus de canaux directs avec la Russie, si ce n'est parfois par des services de renseignement ou par des médiations très discrètes. Et on est arrivé dans une époque où, dans la rhétorique et dans les décisions qui sont prises, on voit qu'on semble aller vers, en tout cas, une acceptation d'une confrontation potentielle avec la Russie. Et la Russie, pourtant, ou d'autres puissances aussi dans le monde, hein, hors du monde occidental, appellent à négocier, à relancer la diplomatie, puisque c'est le moyen d'éviter un conflit qui a fait beaucoup de morts en Ukraine en particulier, pour des résultats peu tangibles pour le bloc occidental. Mais Gilles Emmanuel, Jacques, on a l'impression que les Européens n'arrivent plus à suivre le rythme de cette confrontation voulue avec Moscou, surtout que le coût de l'armement, des matières premières et de l'énergie ont plus que triplé si on reste au niveau européen, tandis que d'un autre côté, la Russie fait plus que tenir bon face à cette confrontation qui ne dit pas son nom. On est dans on a l'impression qu'on est dans une impasse stratégique du côté atlantiste de plus en plus béante, de plus en plus appuyée. Oui, alors il y a une impasse stratégique, c'est vrai. On appelle souvent dans le monde occidental à donner plus d'armes à l'Ukraine pour qu'elle gagne, mais on n'a pas les capacités. Et plus d'armes, ça ne serait pas nécessairement la solution pour que l'Ukraine gagne. Encore une fois, il y aurait la diplomatie. Et de manière plus générale aussi, ce qu'on a semblé oublier dans certains pays occidentaux, comme notamment, vous pouvez le voir dans les déclarations de l'ancien ministre de l'économie français Bruno Le Maire, il y a aussi une forme, je ne veux pas dire de guerre des économies, mais dans ces conflits armés, les facteurs économiques ou les systèmes économiques des belligérants sont à prendre en compte. Et la Russie a un avantage quand même qui n'est pas négligeable par rapport à beaucoup de pays occidentaux membres de l'OTAN, c'est qu'elle dispose de la plupart des ressources dont elle a besoin, qu'elle a réussi en 3 années à développer des parades pour obtenir ou continuer d'exporter des ressources, des matières premières ou des produits finis manufacturés ou autres. Donc elle arrive relativement à encaisser le choc quand même plutôt bien on va dire, de la guerre sur son économie. Il y a eu des réformes macroéconomiques, d'augmenter la qualité du marché domestique, il y a eu une hausse des salaires, il y a eu une inflation également aussi. Mais dans les pays de l'Union européenne, pour beaucoup, on est dans des situations quand même de sinistrose économique, puisqu'on a une désindustrialisation en France,
En Allemagne, on annonçait déjà il y a un moment une récession, et quand on regarde aussi sur l'ensemble de l'Europe occidentale, il y a une paupérisation générale. On a des États qui sont endettés et qui pourtant veulent continuer à donner des milliards pour le conflit en Ukraine. On a une crise des services publics en France, une situation économique qui permet difficilement de soutenir un effort de guerre de long terme pour les pays occidentaux. Surtout qu'on a l'impression que Trump n'est pas pour une confrontation directe avec Moscou. Il réchignerait à s'impliquer plus profondément dans le conflit, en tout cas plus sur le long terme avec Moscou concernant le dossier ukrainien. Il y aurait une entente, vous allez me dire ce que vous en pensez, il y aurait une entente entre le président américain Donald Trump et le président russe aux grandes dames des Européens. Alors une entente, je ne sais pas, mais il y a en tout cas peut-être une forme de convergence d'intérêts dans le sens que pour les États-Unis, enfin pour la Russie, pardon, s'il y a une implication américaine moindre dans le conflit, c'est bon à prendre pour Moscou, évidemment. Et du côté américain, on avait cette promesse faite par Trump, qui a été un peu malmenée récemment d'ailleurs par rapport au conflit avec l'Iran, de ne plus intervenir dans des conflits à l'étranger qui seraient désastreux pour ces pays et aussi pour les États-Unis. En gros, pour comment dire, le schématiser, de ne plus avoir de boys qui meurent sur des plages étrangères, dans des déserts étrangers ou simplement à l'étranger. Et ça ne veut pas dire pour autant que les États-Unis arrêteront justement de vendre de l'armement. Ils peuvent continuer à vendre de l'armement. Et Trump a quand même annoncé à plusieurs reprises, affirmé qu'il souhaitait que les États-Unis restent un leader pour le monde occidental dans une forme politique, mais surtout économique. Donc, voilà, donc la domination américaine peut signifier continuer de contrôler ou d'avoir influencé l'Europe, de continuer à vendre de l'armement, sans pour autant s'impliquer directement dans une confrontation avec la Russie. La question serait plutôt de se demander est-ce que Trump a envie ou peut empêcher les pays européens de se lancer dans un conflit plus ouvert et plus direct avec la Russie. Alors parlons justement de cette influence américaine à l'endroit du continent européen. Le président américain Donald Trump s'est présenté à La Haye auréolé de son succès par rapport au cessez-le-feu autour de la guerre entre l'Iran et l'entité sioniste. Donald Trump parlera des deux protagonistes comme étant des enfants qui se battent comme des fous dans la cour de récréation. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, ajoutera avec une pointe d'ironie en disant que papa, donc daddy, doit parfois hausser le ton. Donc une formule ironique certes, mais qui n'est pas passée inaperçue selon certains analystes qui ont vu une forme de vassalité européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors bon, cette vassalité européenne n'est pas nouvelle, elle ne s'est pas achevée avec le nouveau mandat de Donald Trump. On entendait dans dans les pays européens ou les gouvernements qui étaient hostiles, on va dire, à la politique de Donald Trump, une critique à ce moment-là justement de la vassalisation vers les États-Unis parce qu'ils ne voulaient pas être les vassaux de Donald Trump. Et pour beaucoup, ils l'avaient été d'une certaine manière de l'administration Biden. Alors, ce qui est intéressant de ce gouvernement américain, c'est qu'on a parfois des signaux un peu contradictoires, puisqu'on avait Vance et Rubio qui parfois semblaient admettre qu'il y a une multipolarité que les États-Unis doivent reconnaître, doivent accepter. Et d'un autre côté, on a eu toujours des déclarations et des actes, et ce que vous venez aussi d'évoquer, qui semblent évoquer justement une volonté, au contraire des États-Unis, de garder un leadership plus global. Le moment unipolaire est passé, et ça peut-être à Washington, ils l'ont compris, et de continuer à avoir une influence en Eurasie. Bon, il faut continuer en américain aussi, évidemment, mais aussi en Eurasie par le biais peut-être de pays européens. Maintenant, ce n'est pas facile puisqu'il y a quand même des dissensions politiques entre Donald Trump et certains dirigeants européens quant aux questions de progressisme, de conservatisme, par exemple. Donald Trump, on l'a dit à l'instant, s'est présenté donc au sommet de l'OTAN en faiseur de paix. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Il caresse peut-être, en tout cas, c'est ce que disent les médias américains, il caresserait le souhait de remporter le prix Nobel de la paix. Lui-même le dit après l'accord passé entre le Rwanda et la RDC. Mais derrière l'accord, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a aussi un contrat autour des minerais à la faveur de Washington. Est-ce que vous pensez qu'il est sérieux quand il dit caresser le souhait d'être auréolé du prix Nobel de la paix? Et de temps en temps, il se compare même à Obama. Il dit que Obama l'a eu, pourquoi pas moi? Oui, alors, le président Obama l'a eu et ça n'avait pas empêché comment dire, d'autoriser des frappes à l'étranger de drones, de Au maintenir ou Pakistan d'ouvrir de d'ailleurs. nouveaux fronts. Oui, oui, bien sûr. Ou d'ouvrir de nouveaux fronts à l'étranger, ça n'avait pas empêché de l'avoir. Donc, pour Trump, on pourrait se dire, à ce niveau-là, il pourrait très bien aussi l'obtenir. Mais je doute, car je crois que les membres du comité du prix Nobel ne sont pas très favorables à Trump ou à ses idées, je pense.
Il y a une forme d'ambition et d'ego aussi chez Trump, hein, une forme peut-être un peu d'hubris, comme on a dans la vision de la politique étrangère des États-Unis. Maintenant, c'est pas toujours sérieux. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit sur le conflit en Ukraine, qu'il le réglerait en 24 heures. Maintenant, il veut être un faiseur de paix, mais est-ce qu'il veut le faire pour son image? Est-ce qu'il veut le faire d'une manière durable? Il n'est jamais aisé, évidemment, d'avoir un accord de paix bon, juste et qui dure, justement, mais c'est ce qu'on devrait viser. Vous avez mentionné le cas du Rwanda. En fait, c'est une paix en demi-teinte, puisque rien non plus en Rwanda, comment dire, RDC. On sait très bien qu'il pourrait y avoir à nouveau des proxys du Rwanda qui pourraient, en 6 mois, dans un an, dans 3 ans peut-être, le M23 se reconstituer, et voilà. Donc, pour cette vision de Trump aussi, comme vous l'aviez noté avant aussi, une forme de paternalisme finalement. On sait que les États-Unis restent un peu finalement ce pays qui fait la paix, qui est un modèle international. Et c'est un modèle, ou comment dire, une vision qui est de plus en plus aussi remise en cause par d'autres. On a la Turquie, on a la Chine, on a les pays du Golfe qui de plus en plus interviennent dans des médiations diplomatiques et qui considèrent qu'eux aussi ils ont un rôle à jouer, peut-être même plus efficace. Souvenez-vous l'accord d'Abraham, c'est une paix entre guillemets, mais une paix qui s'est faite quand même sur le dos des Palestiniens et qui n'a pas réglé du tout les problèmes du Moyen-Orient comme on l'a vu. Parlons de l'agression de l'entité sioniste contre l'Iran. Trump a tenté d'imposer son récit en disant que le programme nucléaire civil iranien a été durablement sabordé. Trump, on l'a dit, s'est présenté comme faiseur de paix. Sauf que la réalité, selon certains analystes américains, est que l'entité sioniste était militairement en mauvaise posture et avait besoin de se réapprovisionner en missiles. Sa situation stratégique était mauvaise, son économie exsangue, et qu'on dit que le programme nucléaire iranien n'a été que partiellement affecté car des ingénieurs russes y travailleraient et que les mettre en danger aurait été une ligne rouge tracée selon Poutine. Est-ce que ce tableau vous semble plus ou moins fidèle à ce qui s'est passé ou vous avez d'autres éléments à rajouter? Je dirais que cette confrontation israélo-iranienne avec le concours des États-Unis, ça a causé un certain trouble aussi chez la base, une bonne partie de la base électorale de Donald Trump, qui pensait que, à nouveau, on avait peut-être les prémices d'une nouvelle intervention américaine au Moyen-Orient, peut-être une opération de changement de régime en Iran. Et finalement, ce conflit de 12 jours, on va voir, espérons qu'il ne recommence pas, mais pour ce conflit de 12 jours, il y a eu un concours américain, c'est vrai, un soutien à Israël, un soutien technologique, militaire, logistique, ce qui n'est pas nouveau, parce que Trump n'a jamais remis en cause. Il ne faut pas non plus comment dire, l'ignorer. Hein. Il n'est pas anti-israélien. Il a été critique de Netanyahou parce comment dire, il a peut-être à un moment compris que Israël essaie d'utiliser aussi les États-Unis pour ses intérêts géostratégiques au Moyen-Orient, vis-à-vis notamment de l'Iran, au risque d'une nouvelle guerre. Et ce qu'on a vu, c'était un peu une répétition de ce qu'on avait connu sous le premier mandat de Trump, où il y avait eu des frappes sur la Syrie, et puis on avait eu cet échange finalement par des canaux, on va dire, discrets entre Syriens, Iraniens, Russes et Américains, pour éviter justement qu'il y ait trop de morts ou qu'on ait un incident majeur qui puisse justement amener une véritable confrontation. Donc, c'est ce qui s'est produit récemment. Maintenant, sur le programme nucléaire iranien, il y a des doutes qu'il soit arrêté, puisqu'il faudrait énormément de ces fameuses bombes bunker busters pour détruire les bases souterraines. On a vu aussi des photos de convois qui sortaient justement le matériel sensible des centrales en question. Les, Vous avez les évoqué camions. les ingénieurs russes aussi. Donc on est dans une situation où peut-être les États-Unis ont voulu, comment dire, conserver la face, faire comprendre à Israël très bien, on a fait ce qui était nécessaire, maintenant essayons peut-être de passer à un volet plus diplomatique. Mais je resterai prudent quant à l'approche de Trump sur le volet diplomatique, c'est quand même lui qui est sorti à l'origine de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran et qui a permis finalement de retourner un cycle de confrontation, ce qui peut aussi conforter certains membres du gouvernement iranien, comme notamment le membre de Pastorah, les gardiens de la révolution, de se dire qu'il faut à nouveau finalement relancer pour de vrai une option militaire nucléaire pour protéger le pays, puisque quoi qu'il arrive, sanction ou pas, de toute façon, l'Iran est sous pression et on l'a vu. Il y avait une idée peut-être à nouveau de regime change, de changement de régime, puisqu'on a vu le fils de l'ancien Shah apparaître à nouveau sur les écrans et proposer de faire le don de sa personne pour l'Iran. Reza Pahlavi. Justement, est-ce que vous pensez que les États-Unis, vous avez à peu près répondu, mais je vous pose quand même la question, est-ce que vous pensez que les États-Unis, l'entité sioniste, vont revenir à un espèce de scénario
de changement de régime en Iran avec d'autres moyens dans quelques temps? Est-ce que vous pensez, comme on dit familièrement, qu'il remettrait ça? Oui, je pense que c'est pas terminé. Ça fait depuis 1979 qu'il y a eu des tentatives, finalement, hein. Il y a très longtemps avec Saddam Hussein, avec la guerre Iran-Irak, avec les Moudjahidines du peuple, avec les Kurdes du Pidjak, avec des vagues d'assassinats de personnalités parfois politiques ou plutôt de scientifiques, comme on l'avait vu ces dernières années. Donc je pense que non, pour Tel Aviv et pour Washington, il y a toujours l'idée, quand même, pour certains cercles, en tout cas à Washington, de procéder à un changement de régime, puisque même si l'Iran, il y avait une normalisation avec l'Iran, l'Iran serait d'une certaine manière de facto une puissance régionale avec laquelle les États-Unis, et Israël en particulier, devraient réellement composer, ce qui n'arrangerait pas complètement non plus les affaires de Mohamed Ben Salman aussi. Le Parlement iranien a voté mercredi en faveur d'une suspension de la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et le président américain, en 2018, avait déchiré l'accord sous la pression de Netanyahou. Et puis les deux, plus tard, enfin juste dernièrement, ont accusé l'Iran de ne pas respecter le dit accord. Les autorités iraniennes le disent, que les Américains, et les Européens, en tout cas les Occidentaux de manière générale, ont perdu toute crédibilité en matière de négociation. On le voit, ça va être très difficile de revenir autour d'une table pour discuter, ou en tout cas, ça va être compliqué de donner une chance à la diplomatie. Les Iraniens ont indiqué qu'ils seraient clairement bien moins coopératifs à l'avenir, puisqu'il y a une crise de confiance entre Téhéran et l'AIEA, et en particulier vis-à-vis de Rafael Grossi, où il y a tout un débat sur ces derniers rapports. Certains, comme par exemple la partie israélienne, arguant finalement que l'AIEA démontrerait depuis longtemps qu'il y aurait un programme iranien, qu'on serait sur le sol nucléaire. Et de l'autre, on a le renseignement américain, et d'autres experts dans le domaine, et même Grossi d'une certaine manière récemment, qui a peut-être peur d'une certaine responsabilité qu'on va lui faire porter dans ce conflit de 12 jours, qui dit que donc apparemment il n'y a pas de signaux inquiétants venant d'Iran. Je dirais que pour l'Iran, peut-être pour clarifier cette ambiguïté qu'on a sur le programme nucléaire iranien, les Iraniens veulent avoir comment dire, les capacités de créer une bombe nucléaire pour défendre leur territoire en cas d'invasion. Tout comme d'ailleurs l'Allemagne et le Japon, contrairement à ce qu'on pense, peuvent le prévoir malgré certaines clauses et interdictions de leur constitution. Il y a des exemptions. Donc l'Iran souhaite, comme certains pays, arriver à un seuil nucléaire pour avoir une forme justement de dissuasion. Mais il y a, ce qui est inquiétant aussi, c'est que si le pays se nucléarise, il n'est pas membre du traité de non-prolifération, et on arrivera à nouveau à une phase d'escalade nucléaire dans la région, avec Israël qui n'est pas membre aussi, le Pakistan qui n'est pas membre, avec l'Inde, ce qui n'est pas non plus une bonne nouvelle. Voilà. Pour revenir à l'OTAN, qui est, en tout cas, on a tenté de le démontrer, l'OTAN était à peu près en perte de repère face à la Russie. Mark Rutte, le secrétaire général, veut en justifier peut-être la survie en désignant non pas la Russie cette fois, mais la Chine comme probable menace dans le futur. Rutte dénoncera la militarisation sans précédent de Pékin. Le secrétaire général de l'OTAN a prévenu que l'Alliance nord-atlantique devait se préparer sur un conflit sur deux fronts, c'est-à-dire Russie et Chine. Sauf que peut-être que Rutte a mal lu Zbigniew Brzezinski dans son livre Testament qui s'intitule Strategic Vision, avait dit, avant qu'il ne meure, hein, avait prévenu par exemple que l'armée américaine n'avait plus les capacités pour faire face à la fois sur deux fronts, c'est-à-dire faire face contre Moscou et contre la Chine, et qu'il fallait qu'elle choisisse. Visiblement, ils ont choisi la Russie, mais Rutte dit que... alors on ne sait pas, est-ce qu'il a mal lu Brzezinski ou est-ce qu'il l'a lu, mais en tout cas, c'est plus faisable de se taper, comme on dit familièrement encore, deux empires de cette puissance et de cette ampleur. Il y a eu pendant longtemps, il est vrai, une approche, comment dire, stratégique, militaire, diplomatique américaine qui visait à toujours être prêt à faire la guerre sur deux fronts. C'est une approche qui est moins possible aujourd'hui, on l'a vu, à cause des moyens limités militaires, suite à tout ce qui a été donné à l'Ukraine, aux problèmes économiques qu'on a aux États-Unis, aux problèmes de recrutement dans l'armée américaine aussi et de capacité des combattants. Donc il y a beaucoup de défis à ce niveau-là qui sont posés pour les États-Unis, et il est vrai qu'à un moment, certains stratèges se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas rentrer en confrontation à la fois avec la Chine, par exemple, et la Russie, et qu'il fallait choisir. Et certains avaient même regretté qu'il y ait une confrontation avec la Russie, puisque cela avait rapproché Pékin et Moscou. Et donc qu'on ne pouvait pas utiliser la Russie contre Pékin, ou bien vice-versa. On avait au contraire un bloc maintenant de deux pays. Les pays de l'Union européenne et les pays de l'OTAN, puisque leurs pays politiques étrangères là-dessus sont quand même dans l'ensemble assez similaires,
semble parfois aussi avoir une rhétorique plus agressive envers la Chine et évoquer une confrontation peut-être plus vague que celle qui est évoquée par les États-Unis. On parle parfois des Ouïghours, on parle de Taïwan, Mhm. mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie volonté de confrontation avec la Chine, puisqu'économiquement, les pays de l'OTAN en Europe, principalement les pays de l'UE, sont aussi quand même très dépendants du commerce international avec la Chine, et notamment aussi pour certaines technologies, pour les puces ou autres. Et je crois que c'était une déclaration pour rappeler peut-être certains fondamentaux de l'atlantisme, c'est-à-dire une opposition malgré tout à Pékin et à Moscou. Gilles-Emmanuel Jacquet, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes analyste et professeur à Genève. Merci d'avoir nourri les Merci à vous. échanges et je vous dis à bientôt. L'Échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite des programmes sur Al 24 News et on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.